Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Public Sénat. Toutes nos équipes vous souhaitent une très belle année 2026. C'est la rentrée au Sénat avec un débat important qui concerne les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH. Ils sont au nombre de 14 000 actuellement dans notre pays et ils forment un maillon essentiel pour réussir l'inclusion des enfants en situation de handicap au sein de l'école publique. Le problème, c'est que ces AESH sont souvent en situation de précarité. Alors pour remédier à cette situation, les sénateurs socialistes ont déposé une proposition de loi qui prévoit d'intégrer ces personnels au sein de la fonction publique et donc d'améliorer leur statut. Je vous laisse écouter le débat sur ce texte dans l'hémicycle du Sénat. Depuis la loi de 2005 posant le principe d'une scolarisation de droit en milieu ordinaire, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés a triplé. À la rentrée 2025, ils sont ainsi 500 020 à fréquenter un établissement scolaire. Fait nouveau, leur nombre est similaire dans le premier et le second degré, là où il y avait encore quelques années une évaporation au moment du passage dans le second degré. On constate désormais une capacité du système éducatif à les accompagner jusqu'aux examens. D'ailleurs, la hausse du nombre d'élèves dans le secondaire ainsi que d'étudiants en situation de handicap doit conduire à une adaptation de la scolarité inclusive. Je pense notamment à l'accompagnement lors des stages professionnels, mais aussi par le nécessaire haut niveau de maîtrise disciplinaire des personnes appelées à accompagner des jeunes en cycle terminal, voire dans le supérieur. Si tous nos groupes se félicitent des progrès constatés ces 20 dernières années, il me semble que nous partageons également un constat. L'école inclusive est au bord de la rupture. Si la scolarisation des élèves en situation de handicap est de plus en plus massive, la marche à franchir pour garantir leur accueil dans de bonnes conditions est encore haute. Aujourd'hui, nombreux sont les témoignages de souffrance que nous recevons de la part des élèves en situation de handicap et de leurs parents, des accompagnants de ces élèves, des équipes pédagogiques et de manière générale de toute l'institution scolaire. Je tiens à remercier la Commission de la Culture et son président Laurent Lafont, ainsi que les groupes de la majorité sénatoriale, d'avoir permis l'examen en séance du texte modifié en commission par mon amendement. Chers collègues, plusieurs d'entre vous ont fait part de leurs réserves et je ne doute pas que les débats que nous allons avoir dans quelques minutes seront âpres. Mais j'en suis convaincue et tiens à le rappeler solennellement à cette tribune. Le statu quo ne peut plus être de mise pour garantir une école inclusive de qualité. Pour répondre à ce défi, le groupe socialiste vous propose d'examiner, dans le cadre de son premier espace réservé de l'année 2026, un projet ambitieux, l'intégration des accompagnants d'élèves en situation de handicap dans la fonction publique. Les AESH sont devenus des acteurs essentiels de l'école inclusive. Aujourd'hui, 64% des élèves en situation de handicap font l'objet d'une notification d'accompagnement humain, soit près de 355 000 élèves. Ce sont 140 000 AESH qui les accompagnent au quotidien. Ils constituent désormais le deuxième métier de l'éducation nationale. Leur situation reste cependant précaire avec un salaire moyen de 850 €. Dans la plupart des académies, le contrat type proposé est de 24 heures d'accompagnement, entraînant pour la très grande majorité des AESH un temps de travail incomplet subi. Par ailleurs, tant les syndicats que les collectifs d'AESH m'ont indiqué constater une dégradation de leurs conditions de travail. La mutualisation est devenue la règle, tout comme la forte augmentation du nombre d'élèves à suivre au sein d'une même semaine. Certaines AESH accompagnent ainsi plus de 10 élèves. Aujourd'hui, les AESH sont en souffrance. Les démissions sont nombreuses. La proportion d'un tiers de démissions entre 2020 et 2022 m'a été ainsi indiquée lors de mes travaux préparatoires. C'est une profession particulièrement confrontée à un turnover. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette proposition de loi. L'article 1er crée ainsi un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Je tiens à apporter un certain nombre de précisions à la suite de l'amendement que j'ai présenté en commission. Aujourd'hui, la loi prévoit déjà la possibilité pour les AESH d'intervenir, y compris en dehors du temps scolaire, tout comme la présence d'AESH
pour accompagner des étudiants qui en auraient besoin. Le texte que j'ai amendé en commission ne conduit à aucune extension du périmètre d'intervention des AESH ni de transfert de compétences. J'ai entendu les inquiétudes des personnes auditionnées sur ce point. Il ne remet pas en cause la loi Vial. L'État continuera à assumer la charge financière de la prise en charge des AESH sur le temps méridien. Je souhaite revenir également sur les modifications qui concernent l'enseignement privé sous contrat. Ma proposition de loi conférait un statut de fonctionnaire aux AESH intervenant auprès des élèves scolarisés dans ces établissements. Cela renvoie à des débats qui dépassent largement ceux de l'inclusion scolaire. Mon intention n'est nullement de relancer à travers ce texte la guerre scolaire entre public et privé. C'est pourquoi je l'ai amendé. Le statut que je vous propose pour ces AESH intervenant dans les établissements privés sous contrat est directement inspiré de ce qui existe pour les enseignants de ces établissements. Ils ne sont pas fonctionnaires, mais des agents de droit public qui bénéficient des mêmes conditions de rémunération, de travail ou de fonction que les enseignants de l'éducation nationale. Les AESH intervenant dans les établissements de l'enseignement privé sous contrat bénéficieraient ainsi de conditions de travail équivalentes à celles de leurs homologues du public. En somme, c'est l'application aux AESH du principe de parité entre l'enseignement public et privé issu de la loi Debré. Pourquoi le groupe socialiste souhaite-t-il intégrer les AESH dans la fonction publique ? C'est d'abord une reconnaissance pour ces personnes devenues essentielles au fonctionnement de l'école. Elles représentent aujourd'hui le deuxième métier de l'éducation nationale. Il s'agit de sécuriser leur situation, d'améliorer leur rémunération et de créer des opportunités en termes d'évolution de carrière. Cette fonctionnalisation est de nature à renforcer l'attractivité et la professionnalisation de ce métier et à fidéliser les personnels. La création d'un concours permet également la définition d'un cadre unifié de recrutement et des compétences. Par ailleurs, l'article 4 pose la question du temps de travail des AESH. Il permet par dérogation à l'obligation annuelle de 1607 heures à leur futur statut de définir une quotité horaire inférieure tout en bénéficiant d'une rémunération à temps complet. C'est le cas, par exemple, pour les enseignants ou les chercheurs, mais aussi pour d'autres corps de la fonction publique. Le métier d'AESH va au-delà des heures d'accompagnement des élèves. Il inclut des travaux préparatoires, de la coordination entre les différents acteurs, enseignants, parents, et de la formation. L'ensemble de ces heures connexes doit davantage être pris en compte. Par ailleurs, il nous faut reconnaître la spécificité de ce métier difficile. On ne peut pas demander à un AESH de faire un temps plein, ce qui correspondrait à 39 heures par semaine devant élèves compte tenu des vacances scolaires. Certes, cette réforme a un coût conséquent, mais je tiens à souligner 2 points. D'une part, l'article L311-1 du Code général de la fonction publique. Il affirme que les emplois civils permanents de l'État sont occupés par des fonctionnaires. C'est l'un des principes du service public. Pourquoi l'école inclusive serait la seule à déroger à ce principe ? D'autre part, peut-on accepter que l'école inclusive tienne uniquement grâce à des personnes précarisées ? J'en viens à l'article 2 de ce texte. Il vise à un meilleur accompagnement des élèves malentendants. En 2019, on en dénombrait 7 700 sourds scolarisés dans un établissement de l'éducation nationale. En complément de la langue des signes, il existe la langue française parlée complétée. Il s'agit d'une codification de la trentaine de sons existants dans la langue française, associée à la lecture labiale. Elle permet de lever les ambiguïtés sur les sons parlés. Les progrès techniques ces 30 dernières années sur les appareils et implants auditifs ont permis des avancées majeures pour l'oralisation des enfants sourds. Toutefois, pour avoir été enseignante, je sais qu'une classe n'est que très rarement complètement silencieuse. Cela conduit à des interférences qui imposent aux enfants une concentration supplémentaire. L'effort à faire est encore plus prononcé pour un jeune malentendant.
C'est pourquoi le français parlé complété est un outil précieux qui offre à l'enfant un appui visuel et facilite son parcours scolaire. L'absence de mention de cette langue dans le Code de l'éducation entraîne des difficultés au quotidien dans son utilisation en milieu scolaire. Certains rectorats refusent la prise en charge d'heures de code en langue parlée complétée, tandis que d'autres le font, en déclarant son utilisation en tant que matériel pédagogique adapté. Le droit est pourtant clair. La loi de 2005 permet aux personnes déficientes auditives de bénéficier à leur demande dans leur relation avec les services publics d'une traduction qui peut notamment prendre la forme d'un codage en français parlé complété. En outre, le mode de communication choisi par la famille doit être respecté par l'administration lors de l'élaboration des plans personnalisés de compensation. L'article 2 permet de clarifier le statut du français parlé complété et ainsi de mettre fin à ces inégalités territoriales. Cette inscription dans le Code de l'éducation est également un signal fort pour demander le déploiement des voies de formation. Actuellement, il n'existe que 2 licences professionnelles qui permettent de former des codeurs. Enfin, l'article 3 vise à instaurer une réflexion au sein des organes de délibération des collectivités territoriales compétentes sur la mise à disposition d'un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l'accueil des enfants en situation de handicap à cas de construction ou de réhabilitation d'un bâtiment scolaire dont elles ont la charge. En 2019, lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, le Parlement avait voté l'obligation pour les collectivités territoriales de tenir compte des recommandations de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement lors de la construction ou de la réhabilitation d'établissements scolaires dont elles ont la charge. Cet article est toutefois devenu caduc 1 an plus tard avec la suppression de cet observatoire. L'article 3 de ce texte propose qu'un vote ait lieu au sein des conseils municipaux, départementaux et régionaux sur l'opportunité de mettre à disposition un tel local. L'école inclusive ne se limite pas à l'accessibilité du bâti, comme me l'ont dit les associations, ou à la présence d'un accompagnement humain. De tels locaux pourraient par exemple être mis ponctuellement à disposition de personnels médico-sociaux, ergothérapeutes, orthophonistes, dans le cadre d'un parcours de soins d'un élève modifié par la MDPH. Certes, ce local ne résoudra pas à lui seul les questions de pénurie de ces personnels, particulièrement criantes dans certains territoires. Mais il me semble intéressant que l'école puisse faciliter ces parcours. Par ailleurs, de tels locaux permettraient le développement de dispositifs d'autorégulation pour mieux accompagner les enfants souffrant de troubles du développement. J'ai eu l'occasion de visiter à Grasse l'une de ces structures au printemps dernier en Côte-d'Armor. Celle-ci est née d'une initiative commune entre le maire et l'Éducation nationale, tirant parti d'une classe libérée du fait de la déprise démographique. Bien évidemment, il ne doit pas s'agir d'un local pour isoler l'élève en situation de handicap accompagné de son AESH, mais d'un lieu de rencontre avec les professionnels spécialisés. Je tiens à le préciser, cet article ne crée pas une obligation nouvelle pour les communes, départements ou régions de mettre à disposition ce local. Ce texte demande simplement que le débat ait lieu. Cet article s'inscrit pleinement dans la réflexion pour un renouveau de l'école inclusive que nous appelons toutes et tous de nos vœux lors des travaux en commission. Mes chers collègues, après un fort développement ces 20 dernières années, l'école inclusive nécessite désormais un tournant qualitatif. Pour moi, ce texte apporte une première réponse en permettant une reconnaissance et une amélioration des conditions de travail des 140 000 personnes qui sont présentes au quotidien dans les salles de classe pour accompagner les enfants en situation de handicap. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale. Merci. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Monnier, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'examen de votre proposition de loi, Madame la sénatrice, est l'occasion de nous pencher sur la question évolutive, importante mais néanmoins complexe,
de la situation des AESH et de leur statut. Et je vous remercie de tous les travaux que vous avez menés et qui contribuent à éclairer ce sujet complexe, même si, comme vous le devinez peut-être, nous aurons des points de vue un peu différents sur l'issue. Avant de déterminer le chemin à suivre, il me faut revenir sur la situation de l'école inclusive. En quelques années, singulièrement depuis 2017, l'école inclusive a changé de dimension et constitue un véritable service public. Nous accueillons désormais 550 000 élèves en situation de handicap, les 2 tiers ayant une notification d'aide humaine, autant dans le premier degré que dans le second degré. C'est la première fois dans notre histoire, depuis 2 ans maintenant, qu'il y a même un peu plus d'élèves dans le second degré que dans le premier, ce qui signifie que nous amenons les élèves au bout de leurs études et jusqu'aux examens, voire désormais à l'université, là où auparavant ils n'avaient pas les mêmes chances. Alors que depuis 2017, le nombre d'élèves en situation de handicap a fortement cru, donc le nombre d'AESH a bondi de 69%. Ce sont désormais 146 000 personnes qui exercent ce métier. Et le coût de l'école inclusive a, lui, plus que doublé, puisqu'il a progressé de 119%, témoignant, au passage, d'une amélioration, même si on connaît la difficulté de la situation, de la rémunération des AESH. Mais l'ensemble de notre système progresse à une vitesse objectivement vertigineuse. Nous avons plus 6 à 7% de notifications MDPH chaque année et plus 10% de notifications d'aide humaine, c'est-à-dire de prescription d'AESH. Alors même, comme vous le savez, nous perdons par ailleurs des élèves chaque année. Au-delà de ce bilan dont la dimension quantitative est donc saisissante, l'objectivité oblige donc à dire qu'il nous reste du chemin à faire en termes qualitatifs. Que voulons-nous en effet ? Nous voulons amener tous les enfants en situation de handicap au bout de leur potentialité, comme tous nos élèves, leur permettre d'avoir un cursus scolaire adapté, éventuellement fluide pour ceux d'entre eux qui sont concernés par des passages dans le médico-social, et leur permettre d'être pleinement intégrés à la vie sociale de leur école ou de leur établissement, afin qu'ils le soient tout autant le moment venu en tant qu'adultes. Or, l'école inclusive rencontre aujourd'hui les limites de son propre succès, et plus généralement de la démarche qui a été la nôtre collectivement depuis 20 ans. Puisque si l'accompagnement humain est un pilier indispensable, il ne peut à lui seul répondre à l'ensemble des besoins. Or, nous sommes collectivement acheminés vers une situation où, de fait, j'aurais presque envie de dire dans l'imaginaire collectif, la compensation, c'est-à-dire l'aide humaine, est devenue la première et souvent la seule modalité de prise en charge des enfants en situation de handicap. Autrement dit, l'école inclusive est devenue pour beaucoup synonyme d'AESH, alors que l'AESH est là pour rendre possible l'école inclusive, ce qui n'est pas la même chose. Nous sommes donc, à vrai dire, en risque, si ce n'est à un point de bascule, du moins un tournant qui impose de repositionner l'organisation de l'école inclusive sur plusieurs points. D'abord sur l'équilibre entre l'accessibilité, qui doit redevenir première, plus exactement devenir première, et la compensation. Ensuite, entre le cadre scolaire et le cadre médico-social. Et enfin, sur l'organisation de la prise en charge des jeunes concernés, qui associe différentes compétences, notamment dans le cadre des pôles d'appui à la scolarité. Quelle est dans ce contexte la situation statutaire des AESH qui est au cœur de votre proposition ? La situation des AESH a longtemps été caractérisée par une forme de précarité, tout le monde le sait. Mais des évolutions structurelles ont été engagées ces dernières années, elles sont importantes. Depuis 2021, les AESH bénéficient de ce qu'on peut appeler un quasi-statut, c'est-à-dire d'un cadre statutaire national, avec une grille indiciaire, ce qui n'est pas normalement le cas, comme vous le savez, des contractuels, et avec un avancement fondé sur l'ancienneté. Cette trajectoire a été renforcée en 2023 avec un indice plancher supérieur au SMIC, la création d'une indemnité de fonction et la reconnaissance du rôle des AESH référents. La rémunération des AESH a de ce fait augmenté de 13% entre 2023 et 2025. Ce n'est pas pour moi une façon de minorer la difficulté qui tient aujourd'hui à leur rémunération compte tenu du temps incomplet par nature de l'essentiel de leur service, mais c'est un point qu'il faut néanmoins souligner. Et puis la sécurisation des parcours professionnels a progressé, puisque désormais les AESH accèdent au CDI au bout de 3 ans d'exercice, ce qui de fait a conduit les 2 tiers d'entre eux à être désormais en contrat indéterminé. Et vous le savez, je l'ai rappelé tout à l'heure, la dynamique de création de postes, elle, n'a pas cessé pendant tout ce temps, et nous proposons encore dans le PLF 2026 d'en créer 1200. Enfin, pour ancrer les AESH à la fois dans un territoire déterminé et dans des établissements scolaires, dans des équipes éducatives, nous avons engagé une expérimentation d'affectation des AESH dans des établissements scolaires d'une taille importante, de manière à améliorer la continuité de la prise en charge. Et puis, ce panorama sera incomplet si je ne mentionnais pas la désormais loi Vial, qui
a prévu la prise en charge des AESH par l'État sur la pause méridienne. Dans ce contexte, donc, la proposition de loi examinée propose de faire basculer les AESH dans un corps de fonctionnaires de catégorie B. Et cette proposition soulève en l'état un certain nombre de difficultés majeures et, à vrai dire, à mes yeux, dirimantes. La première tient au statut de fonctionnaire de l'État, qui, tel que vous le proposez, implicitement mais nécessairement, est forcément un statut de fonctionnaire à temps complet. Alors, il est extrêmement difficile, vous le savez, de parvenir à des temps complets pour les AESH sur les seules fonctions d'AESH. D'ores et déjà, d'ailleurs, la rémunération d'un AESH n'est pas calculée sur 36 semaines d'exercice. Vous savez que nous avons intégré un temps gris, donc au-delà de son temps devant élève, mais sur 41 semaines, afin de prendre en compte les temps de formation, de relations avec les familles, etc., donc à hauteur de 5 semaines à rapporter aux 36 semaines d'exercice devant élève. Supposez donc qu'un temps moyen de 24 heures par semaine, 36 semaines par an, même avec des temps masqués, permis d'aboutir à l'équivalent de 1607 heures annuelles, n'est pas objectivement, juridiquement et objectivement, tout à fait réaliste. La comparaison avec les professeurs, à cet égard, ne tient pas. On sait qu'à 1 heure de cours correspond au moins une heure de préparation, de correction de copies, etc. Les travaux ont été conçus comme cela, ce qui fait que les professeurs font effectivement un temps complet, voire plus parfois. Et donc mettre les deux sur un pied d'égalité sur la seule base du nombre d'heures devant élève, ce qui est la conséquence mécanique du texte tel qu'il est rédigé, ne me paraît ni justifié ni possible. Ces temps incomplets ne résultent pas d'un choix de gestion arbitraire, ni d'ailleurs dans un certain nombre de cas de la volonté de l'agent, bien sûr. Ils sont directement liés à la nature même de l'accompagnement, qui dépend de notification des MDPH, de l'évolution des besoins des élèves et de l'organisation des parcours scolaires. Et un changement de statut ne changera rien à cette situation. Il ne crée pas de volume horaire stable là où il n'existe pas, il ne crée pas de moyens supplémentaires. Et il faudrait donc, pour que cela soit possible au regard du statut général des fonctionnaires, soit prévoir la possibilité de fonctionnaires à temps incomplet, chose qui n'existe pas dans la fonction publique de l'État et qui n'existe que dans la fonction publique territoriale, soit prévoir la possibilité de participer à d'autres missions pour parvenir à un temps complet. Sur les 2 points, les travaux ne me semblent pas assez mûrs aujourd'hui pour aboutir sur l'une ou l'autre des 2 options. La deuxième limite de la proposition de fonctionnalisation massive à laquelle vous proposez de créer, elle tient à la différence entre le statut de fonctionnaire et le statut contractuel, notamment en termes de mobilité. Puisque vous le savez que l'affectation est une clause substantielle du contrat. Autrement dit, je ne peux pas changer un AESH d'affectation sans modifier son contrat, et donc sans son accord, sauf à ce que celui-ci, bien sûr, démissionne. En revanche, tout fonctionnaire est affecté en fonction des besoins du service, susceptible d'évoluer dans le temps, et donc en fonction des territoires. Autrement dit, quand un besoin disparaît, le fonctionnaire peut être muté. Il l'est à ce moment-là d'office, même s'il y a évidemment des règles pour minimiser l'impact, et dans l'hypothèse où il s'opposait à cette mobilité ou il souhaitait démissionner, l'acceptation de cette démission est subordonnée à l'intérêt du service. Or, en matière d'AESH, l'accompagnement des élèves en situation de handicap repose sur des besoins qui sont des besoins individuels, localisés, évolutifs, par nature temporaire. Un enfant, au bout d'un moment, sort de son école, de son collège ou de son lycée, directement liés de surcroît aux notifications des MDPH, qui elles-mêmes sont évolutives. Autrement dit, si vous adoptez cette proposition, vous ferez basculer automatiquement 145 000 personnes dans un corps au sein duquel elles seront mutables dans l'intérêt du service. Je ne suis pas sûr que toutes les personnes concernées aient objectivement conscience de cette conséquence absolument considérable pour leur propre parcours. Et puis la dernière chose, c'est que la fonctionnalisation crée une tension structurelle, bien sûr, budgétaire, puisque la création d'un corps de fonctionnaires représentera un impact budgétaire estimé à 4,3 milliards d'euros, sans financement identifié à ce stade, souvent une difficulté majeure au regard de l'article 40 de la Constitution, je me permets simplement de l'indiquer. Et au-delà, bien sûr, de la règle constitutionnelle, nous avons évidemment un enjeu de financement durable, et avec en réalité un impact assez faible sur le fond, puisque sur les 4,3 milliards d'euros concernés, 2,7 milliards serviraient à financer le casse-pension. Autrement dit, les AESH n'en verraient que très partiellement la couleur. Et nous ne pouvons donc pas être favorables, Madame la sénatrice, à cette proposition. Reste que la question de meilleure prise en charge des AESH est partagée, et que vous la soulevez à juste titre. Elle doit, à mon sens, s'inscrire dans un cadre partagé, c'est-à-dire dans le cadre plus général des travaux qui sont menés dans le cadre de la Conférence nationale du handicap. Vous savez que cette conférence nationale se réunit à distance sémaphorique, après tous les 3 ans. De nouveaux groupes de travail sont en cours et les conclusions seront connues avant l'été. Et c'est dans ce cadre
que je souhaiterais poursuivre les travaux, d'abord sur l'organisation du service public de l'école inclusive. J'ai mentionné tout à l'heure les pôles d'appui à la scolarité dont les premiers résultats que j'observais moi-même en Côte d'Or juste avant les vacances de Noël sont tout à fait impressionnants. Ensuite, sur l'adaptation de la réponse et sur la nécessité donc de faire primer, si je puis dire, dans le temps, l'accessibilité, donc l'adaptation pédagogique sur la compensation. Sur le lien, bien sûr, avec le médico-social et les possibilités, les modalités d'affectation, puisque vous savez qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas affecter un événement médico-social alors que nous sommes tenus de l'accueillir dans l'éducation nationale. Et puis sur la formation, non seulement des AESH, mais aussi des professeurs. Et s'agissant en particulier des AESH, et je termine là-dessus, je suis très ouvert à engager la réflexion sur la possibilité, pour certains d'entre eux, sur concours, d'intégrer un corps, mais cette possibilité éventuelle devra faire l'objet d'un examen et d'une étude d'impact dans ce cadre pour voir à quelles conditions juridiquement possibles, financièrement soutenables et techniquement opérationnelles, et pour quelle part d'entre eux elles pourraient éventuellement être envisagées, en tout cas discutées et examinées. Ne pas soutenir votre proposition de loi, Madame la sénatrice, ne traduit donc ni un désengagement ni un renoncement, mais c'est le choix de privilégier des évolutions progressives, opérationnelles et soutenables, construites avec l'ensemble des acteurs. Et c'est donc dans cet esprit que le gouvernement poursuivra ses travaux sur l'amélioration de l'école inclusive. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Cédric Vial pour le groupe Les Républicains, et vous avez 5 minutes, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chère collègue Marie-Pierre Monnier, mes chers collègues, si je prends aujourd'hui la parole au nom de mon groupe, c'est avec un esprit de responsabilité, de respect, mais aussi de clarté. De respect d'abord pour l'auteur de cette proposition de loi, dont je connais l'engagement sincère en faveur des enfants en situation de handicap et de leurs accompagnants. De responsabilité, ensuite, car le sujet que nous abordons touche à ce que l'école de la République a de plus essentiel, l'inclusion, l'égalité des chances et la réussite des élèves dans la dignité. De clarté, enfin, parce que je veux dire sans ambiguïté pourquoi nous ne soutiendrons pas ce texte qui créerait plus de problèmes qu'il n'en réglerait. Notre opposition n'est dirigée ni contre les AESH, ni contre les enfants qu'ils accompagnent, bien au contraire, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Madame Monnier, s'il est un point sur lequel nous nous retrouvons pleinement, c'est l'attention portée aux enfants en situation de handicap et la nécessité d'améliorer la condition des accompagnants d'enfants en situation de handicap. Oui, le statut des AESH doit évoluer. Oui, la précarité qui caractérise trop souvent leur situation professionnelle n'est pas acceptable. Mais non, cette évolution ne peut pas se faire de cette manière. Pourquoi ? D'abord parce que la méthode retenue n'est pas la bonne. Cette proposition de loi est, reconnaissons-le, avant tout une déclaration d'intention politique. Or, face à un sujet d'une telle ampleur, d'une telle complexité, l'intention ne suffit pas. Nous parlons aujourd'hui de plus de 145 000 AESH qui accompagnent plus de 352 000 élèves en situation de handicap. Derrière ces chiffres, il y a des enfants, des familles, des professionnels, des enseignants, des collectivités territoriales et un écosystème entier de l'école inclusive. Il y a aussi malheureusement de l'espoir, des attentes et des souffrances. Or, aucune des questions structurantes n'a été véritablement traitée. L'attractivité du métier, la formation initiale et continue, la professionnalisation, la coordination avec les enseignants et les équipes éducatives, les liens avec le secteur médico-social ou avec les temps périscolaires et extrascolaires, souvent portés par les collectivités. Aucune concertation approfondie avec les principaux intéressés n'a permis de construire une réponse globale et cohérente. On propose ici une solution sans avoir posé préalablement le diagnostic correctement. Et chacun sait qu'à un problème complexe, une réponse simpliste rime rarement avec efficacité. Ensuite, parce que ce texte n'est pas bon pour les enfants concernés. Parce que la fonctionnalisation généralisée des AESH, telle qu'elle est proposée, représente un coût estimé à plus de 4 milliards d'euros, soit approximativement le doublement des moyens actuellement consacrés à l'école inclusive. Or, cet effort budgétaire massif ne se traduirait pas par une augmentation de la capacité d'accompagnement des élèves en situation de handicap, puisque les heures supplémentaires ainsi rémunérées seraient essentiellement en dehors du temps scolaire.
Dans le même temps, chacun ici connaît la réalité des enfants qui attendent encore un accompagnement, pourtant notifié, des difficultés persistantes sur la prise en charge du temps méridien, pour un coût évalué à environ 30 millions d'euros, que nous peinons à intégrer pleinement depuis plusieurs années. Comment croire qu'un système qui n'arrive pas à résoudre un problème à 30 millions d'euros puisse absorber du jour au lendemain une réforme à plus de 4 milliards d'euros sans effet pervers? Le risque est réel de geler durablement toute augmentation des capacités d'accompagnement, voire à terme de réduire le nombre des agents et des mesures d'accompagnement existantes. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Nous en arrivons à l'article 1er. Sur cet article, je donne la parole à monsieur Max Brisson, du groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais expliquer pourquoi nous allons rejeter cet article 1 en adoptant l'amendement de Cédric Vial. Oui, Monsieur le Ministre, l'école inclusive est un vrai sujet et elle est en crise. Oui, Monsieur le Ministre, la situation a aussi progressé si on regarde ce qui se faisait il y a quelques années, mais la situation actuelle n'est pas satisfaisante, elle est même préoccupante. Un tel sujet ne peut pas être traité par une proposition de loi aussi louable soit-elle, et je voudrais saluer le travail et les convictions de l'auteur, Marie-Pierre Monnier, et d'autres rapporteurs. Travailler sur l'école inclusive nécessite d'abord de réfléchir aux missions de l'école vis-à-vis des élèves en situation de handicap, de fixer le périmètre de l'école inclusive, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle ne doit pas faire, de repositionner tous les acteurs, les conseils départementaux, les MDPH, les associations et l'éducation nationale, de redéfinir le rôle de l'éducation nationale qui ne peut pas être la seule institution à qui on donne des injonctions et à qui on demande de payer. Quand ces préalables seront posés, on pourra alors fixer les moyens humains, les moyens financiers de l'école inclusive et alors fixer le cadre d'emploi de ceux qui serviront une école inclusive rénovée. La première question n'est pas celle des statuts des agents, mais bien de l'organisation des missions de l'école inclusive et de la place de l'éducation nationale dans la manière dont notre société prend en charge les enfants en situation de handicap. Établir d'abord un corps de fonctionnaires, c'est créer aussi des rigidités supplémentaires qui bloqueront un système déjà bancal et pénaliseront d'abord les élèves et les AESH. Monsieur le ministre, je termine, Monsieur le Président, c'est à vous d'ouvrir ce chantier. Il est majeur, il est indispensable. La parole est à Madame Brossel pour prise de parole sur l'article, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Dans quelques secondes, nous serons appelés à voter l'amendement de suppression qui, de fait, empêchera que soit emprunté le chemin de la stabilisation, de la déprécarisation des AESH avec leur titularisation en catégorie B de la fonction publique. Finalement, en vous écoutant, mes chers collègues, je retiens deux choses. La première, c'est, et je vous crois, sincère dans le fait que les uns et les autres, nous avons conscience de l'urgence de la situation dans laquelle nous sommes. Oui, l'école inclusive est aujourd'hui à bout de souffle. Oui, aujourd'hui, si nous ne faisons rien collectivement, alors le système va aller en étant de plus en plus maltraitant avec les AESH, avec les enfants en situation de handicap. Et finalement, la question que vous nous posez, c'est, je résume, mes chers collègues, pas comme ça, c'est trop tôt, c'est pas à nous de le faire, parlementaires, c'est au gouvernement, un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Et moi, j'ai envie de vous dire avec conviction, non pas à dimension politique, comme le disait Cédric Vial, conviction renforcée par les rencontres que nous avons les uns et les autres avec des AESH, avec des familles, avec des enseignants, conviction renforcée par les auditions que nous avons menées dans le cadre de cette PPL. Nous n'avons pas le temps d'attendre. Et si la seule réponse collective que nous apportons ce soir en quittant cet hémicycle, c'est que, parce que la droite sénatoriale qui est majoritaire dans cet hémicycle aura considéré qu'il ne fallait pas voter cette proposition de loi, si la seule réponse que nous avons, c'est le statu quo,
Alors, mes chers collègues, à la rentrée prochaine, il y aura de nouveau des dizaines de milliers d'enfants sans AESH. Alors, à la rentrée prochaine, il y aura de nouveau un tiers d'AESH qui démissionneront parce que trop précarisés, pas assez stabilisés dans leurs conditions d'emploi, elles préféreront le quitter pour faire autre chose. Alors, à la rentrée prochaine, nous aurons des AESH sans formation. Nous n'avons plus le temps d'attendre, il faut agir. Merci, mes chers collègues. La parole est à Madame Daniel sur l'article 1er. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. D'abord, nous sommes satisfaits de voir que le constat sur la situation est relativement partagé, avec une loi qui s'applique depuis 20 ans dans des conditions qui se dégradent pour les personnels qui occupent ces emplois, pour les enfants qui sont en attente d'accompagnement et pour les familles qui doivent compenser. Cette proposition de loi, elle s'appuie sur le fait que c'est une mission de service public qui concourt à l'égalité des chances et à l'égalité républicaine, qui doit nous amener à mieux reconnaître, à mieux stabiliser ce que vous avez qualifié, Monsieur le ministre, de quasi-statut. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce qu'est un quasi-statut, je sais ce qu'est un statut. Et nous sommes attachés à avancer vers un statut de fonctionnaire, car ces salariés, ces employés assurent une mission de service public. On peut regretter que, comme par hasard, ce sont majoritairement, très majoritairement, des femmes qui occupent ces statuts et qu'il y a des réticences politiques à mieux stabiliser ces emplois qui sont précaires, qui sont à temps partiel subis. Et je tiens à dire que c'est la double peine pour les femmes si nous n'avançons pas sur ce statut. C'est la double peine pour les femmes qui occupent ces emplois. Et c'est la double peine parce que quand les familles doivent compenser cet non-accompagnement des enfants dans les foyers, ce sont aussi les femmes qui assurent et qui compensent ce manque d'accompagnement. Donc, nous souhaitons avancer et nous regrettons que les propositions de nos collègues ne soient pas positives et d'aménagement et de propositions positives, mais que ces propositions soient des propositions de suppression qui ne font pas avancer le débat. Merci, mes chers collègues. La parole est à Madame Corbière-Naminzo sur l'article 1er. Je vous en prie, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais juste dire que le principe de la loi de 2005 nous pose devant une loi généreuse, une loi solidaire. Il dit « Toute personne porteuse de handicap a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Il inscrit le droit à la compensation du handicap. » Si un tel texte avait été débattu aujourd'hui, à la lumière des arguments qui ont été exposés par le gouvernement et la majorité sénatoriale, eh bien, les enfants dont nous parlons aujourd'hui seraient restés abandonnés au bord de la route sous le prétexte d'un contexte budgétaire trop contraint. Aujourd'hui, nous pouvons faire mieux que ce qui se passe chaque année. Parce que chaque année, nous proposons des amendements pour procéder à la création de ce corps d'agents indispensable à l'inclusion des enfants à besoins particuliers. Aujourd'hui, nous pouvons solennellement nous positionner par notre vote et montrer notre utilité d'élus, notre utilité de parlementaires pour répondre à un dysfonctionnement économique et social. Ce qui se joue, c'est de reconnaître l'utilité sociale et l'apport technique indéniable pour une pédagogie différenciée, une pédagogie adaptée et bienveillante pour un accès pour tous les enfants à l'école de la République. Renforcer l'école inclusive, c'est la doter de professionnels reconnus, formés et pérennes. C'est stabiliser les équipes professionnelles et c'est aussi rassurer les familles de ces enfants. C'est faire vivre la promesse d'égalité au sein de notre République. Donc il faut voter pour les enfants, pour les familles, les équipes pédagogiques, pour ces personnels précaires, pour l'honneur de l'école et l'honneur de la France. Je vous demande de rejeter cet amendement. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Fichet. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler quand même que les AESH concernent aussi les maires qui gèrent les écoles maternelles et primaires et qu'ils sont concernés par le texte qu'on étudie ce soir. Et je pense aux AESH qui nous écoutent
Ils entendent quoi? Dans la discussion générale, l'expression de la majorité du Sénat s'exprime en disant les AESH sont absolument nécessaires. Ils font un travail difficile. Nous les soutenons. Mais nous ne ferons rien pour améliorer leurs conditions de travail. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas d'argent et parce qu'on ne peut pas les faire devenir fonctionnaires parce que ça impliquerait plein d'autres choses par ailleurs. Et moi, je trouve ça absolument incroyable. Ce n'est pas nécessaire dans ces cas-là. On ne les soutient pas, il faut le dire carrément. Mais il s'agit de gens qui touchent des salaires, ça a été dit, qui sont à temps partiel, des travaux qui sont parfois où ils sont contraints. Et trouver l'argent, on sait où il est l'argent, on peut aller le chercher. Si c'est un problème de recettes pour l'État, il n'y a pas de souci, on peut le trouver. Mais parlons aussi de la situation des AESH qui vivent avec 850 €. C'est de cela dont il faut se soucier. C'est de la grande précarité dans laquelle ils sont, la difficulté qu'ils ont d'accès aux formations, la difficulté qu'ils ont d'accès au quotidien, tout simplement, et à l'exercice de leur mission, qui est compliqué. Donc je crois que ce soir, où on les soutient et on défend l'idée d'un statut, d'un salaire correct, où on dit clairement, non, on ne les soutient pas, même si on a vraiment beaucoup besoin d'eux. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Salmon sur l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, déjà, je voudrais remercier Marie-Pierre Monnier pour cette initiative, pour cette PPL qui est essentielle. On connaît le sort qui est fait aujourd'hui aux AESH. C'est un travail très difficile aujourd'hui et qui peine à recruter. Et on comprend bien pourquoi. Dans ma région, c'est 2500 élèves qui devraient être accompagnés, qui ne le sont pas. Dans mon département, c'est 1500. Comment voulez-vous recruter dans les conditions de travail partiel où des gens doivent se déplacer aujourd'hui sur 10, 15 établissements sans avoir de défraiement pour ces déplacements? C'est complètement hallucinant. Le seul statut qu'ils ont aujourd'hui, ils ont un statut, c'est le statut de travailleurs pauvres. Et il faut absolument revenir sur leurs conditions de travail et sur ce statut. C'est pour ça que cette proposition de loi me semble essentielle pour redonner vraiment un cadre qui amènera demain à pouvoir recruter parce que, on ne peut pas attirer si on s'en est là avec des conditions qui sont complètement déplorables. Donc, moi, je soutiens pleinement cette proposition de loi et en particulier donc, cet article 1 qui est essentiel. On peut trouver des préalables. J'ai bien entendu monsieur le collègue Brisson disant il faut d'abord travailler sur l'école inclusive et redonner un périmètre. Des préalables, on peut en donner, mais ce n'est pas ça qui va régler aujourd'hui et dans les mois à venir la question du statut des AESH. Donc il y a un moment, il faut aller de l'avant et puis peut-être qu'il faut hiérarchiser et demain il faudra sans doute définir beaucoup mieux cette école inclusive. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Ziane sur l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, ce que je constate ce soir, en écoutant bien l'ensemble des interlocuteurs qui sont présents, j'ai entendu, comme l'a évoqué Karine Daniel, un quasi-statut dans les propos du ministre. Quand on parle d'un quasi-statut, c'est que ça n'existe pas, ce n'est pas un statut. J'ai entendu des prises de parole me disant qu'il ne s'agissait pas d'un renoncement ce soir, si on ne votait pas cette proposition de loi. Il a été évoqué également la nécessité de poursuivre les travaux. Moi, je veux juste qu'on revienne sur l'essentiel. Cette proposition de loi elle a été portée par Marie-Pierre Monnier avec le soutien de Colombe-Brossel pour une urgence qui est celle que vous toutes ici, en tant que sénatrices et sénateurs, avez entendue de la part soit des parents, soit des familles, soit des enfants ou des élus dans les collectivités territoriales que nous représentons, les maires, les adjoints et les conseils municipaux qui luttent contre les inégalités liées aux problématiques de handicap. Ce point-là, il faut le rappeler parce que cette urgence maintenant, elle est lourde. Il faut prendre des décisions, il faut avancer. C'est pourquoi cet article 1er est la pierre angulaire d'un véritable projet qui vise à déprécariser les AESH dans notre pays, qui sont déjà aujourd'hui le deuxième corps constitué sans statut de l'éducation nationale. Ces personnes vivent avec des salaires qui ne sont pas construits, qui ne leur permettent pas d'avoir une véritable intégration professionnelle et sociale. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut prendre le temps, qu'il faut réfléchir. Moi, je veux juste rappeler également, chers collègues de la majorité sénatoriale, qu'un certain nombre de vos collègues, des collègues LR à l'Assemblée nationale, ont déposé peu ou prou la même proposition de loi que celle que Marie-Pierre Monnier, aujourd'hui, présente ici même.
Donc il faut peut-être justement se poser les bonnes questions. Peut-être qu'à l'Assemblée nationale, on a envie d'avancer un peu plus vite. Moi, je reste sur ma faim. 2 choses que je voudrais évoquer. Colomb-Brossel l'a dit, aujourd'hui, le coût des AESH en France, c'est 3 milliards d'euros pour un système qui ne fonctionne pas. On évoque un coût global de 4,3 milliards d'euros à terme, un tiers de ISF. Peut-être qu'il faut se poser la question des besoins de nos enfants aujourd'hui et demain et réfléchir à faire sortir les AESH de la précarité dans laquelle ils sont aujourd'hui. Merci. La parole est à Madame Billon sur l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. On l'a compris, nous sommes tous d'accord sur les constats partagés. Nous sommes tous reconnaissants envers la rapporteure qui a tenté de faire évoluer le texte pour rassembler. En réalité, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que on a tous l'intention de favoriser l'école inclusive. La seule chose aujourd'hui, c'est que la population des AESH, elle grandit de manière exponentielle. On ne connaît pas cette population, je l'ai dit lors de la discussion générale, sa constitution est totalement inconnue. Donc imaginez que parce qu'on va fonctionnariser un corps, on va donner enfin une solution à l'école inclusive, c'est quand même un petit peu aberrant, dans la mesure où si le fait uniquement de fonctionnariser était la solution, on aurait de nombreux services publics qui marcheraient beaucoup mieux aujourd'hui. Je voudrais dire que le groupe Union Centriste va voter l'amendement de notre collègue Cédric Vial. La question n'est pas uniquement budgétaire, en réalité, il est question de méthodologie. D'abord, savoir ce qu'on l'on veut pour les AESH, leur formation, leur mission, il y a un débat. Ensuite, leur rémunération, comment on fait pour que l'accompagnement soit enfin individualisé. Et puis, il y a quand même quelque chose, les AESH, ils exercent dans les écoles. Est-ce qu'on pourrait entendre à un moment aussi les enseignants, quelles sont leurs attentes pour avoir aussi une véritable école inclusive? C'est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Madame Billon. La parole est à Madame Linkenheld. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'entends dire depuis tout à l'heure sur différents bancs, à la fois du côté du gouvernement et de la droite sénatoriale, finalement, que parce que cette proposition de loi ne répond pas à tous les sujets, il faudrait finalement que nous n'en adoptions aucun. Moi, je connais un adage qui dit que le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, eh bien, je pense qu'avec cette proposition de loi aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est bien. C'est peut-être pas parfait, peut-être qu'on peut faire mieux. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous nous disiez quelles sont vos propositions en la matière. En attendant, ici, il y a des propositions qui sont concrètes, qui sont de faire passer sous le statut de la fonction publique les hommes et les femmes qui aujourd'hui assurent ces missions d'AESH, un statut qui n'est pas un quasi-statut, un statut qui est un statut avec la protection qui va avec, une protection qui permettrait par exemple que ne soient pas licenciés en ce moment des hommes et des femmes qui ne peuvent pas accepter les nouveaux périmètres d'intervention qu'on leur propose. Et moi, je sais que pas plus tard que lundi, dans mon département, dans ma commune, à l'Homme, il y a 3 licenciements contre lesquels il y a une mobilisation au lycée horticole de l'Homme. Voilà, licenciements qui sont évidemment un crève-cœur, évidemment pour les personnes concernées, mais aussi pour les familles et pour leurs enfants. Donc voilà, on a aujourd'hui une proposition de loi qui a le mérite de résoudre une partie des problèmes, sans doute pas tous, et c'est la raison pour laquelle il serait vraiment indispensable de maintenir à la fois l'article 1er, mais évidemment aussi les autres articles de cette proposition de loi. Merci. La parole est à Madame Souiris sur l'article 1er. Je vous en prie, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je suis très sensible à la question des AESH. J'ai été professeure des écoles pendant des années. J'ai vu cette question-là se poser sans cesse avec des enfants qui étaient 1 fois sur 2 pas accompagnés, voire 2 fois sur 3 pas accompagnés, et avec une situation, que ce soit pour eux, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les AESH eux-mêmes qui ne pouvaient pas être là à la mesure de ce qui était nécessaire, eh bien c'était un drame.
en fait. C'était un drame quotidien. Et les AESH qui étaient présents et qui sont toujours présents, eh bien, parfois, évidemment, ils sont là parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement et parce qu'on ne leur a pas donné beaucoup de choix, et ça, c'est pas bien. Mais ceux qui sont là quand ils le sont volontairement, et il y en a beaucoup qui le font avec dévouement, eh bien, eux, ils sont dans une situation où c'est quasiment presque du bénévolat, avec effectivement un statut tellement de travailleurs pauvres que pour la plupart d'entre eux, ils vivent chez leurs parents, chez d'autres personnes qu'ils ne peuvent même pas avoir un hébergement stable. Alors moi, j'entends la question de est-ce qu'il faut un corps ou pas dans la fonction publique. Mais pourquoi est-ce qu'il faut des fonctionnaires en France ? Pourquoi sinon pour, rétablir une égalité entre les territoires ? Ça, c'est aussi une des choses dont on n'a pas parlé. Actuellement, les AESH, c'est les collectivités locales qui les financent pour la plupart. C'est elles qui vraiment, si elles ont l'argent pour le faire, elles peuvent les porter à bout de bras. Et encore, petitement. Et c'est celles qui ne peuvent pas, elles les portent beaucoup moins, voire pas du tout. Donc c'est une inégalité en plus territoriale fondamentale. Donc pourquoi ne pas faire ce corps de la fonction publique ? Ça apporterait d'abord une égalité territoriale et une justice territoriale. Il y a des endroits qu'il faut renforcer. Et puis aussi, ça permettrait une formation qui serait utile à tous. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Monsieur Vial sur l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, avant qu'on rentre dans le débat sur le fond, je voudrais juste apporter un éclaircissement. Il nous a été dit tout à l'heure que regretter des amendements de suppression qu'on va faire tout à l'heure. On a d'abord et sincèrement essayé de travailler avec la rapporteure, on est un certain nombre à avoir participé à toutes les auditions, pour essayer de voir quels apports on pouvait faire au texte. Mais on partait de trop loin, mes amis. On partait de trop loin. La concertation et le temps de la concertation sur des sujets majeurs n'avaient pas eu lieu, on en reparlera tout à l'heure. On a dû se résoudre à ce type de méthode pour dire tout simplement que ce n'est pas le bon vecteur, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne méthode. Il y a un sujet, évidemment, et là je voudrais me tourner notamment vers vous, Monsieur le Ministre. Parce que l'enjeu, il est réel. Mais il y a une question de méthode, et je pense que c'est le rôle de l'exécutif de porter cette méthode. Tout d'abord, n'oublions pas pourquoi on fait ça. C'est l'accompagnement des enfants en situation de handicap dans leur scolarité, c'est ça notre objectif, avant tout. La question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour mieux les accompagner. Ça, c'est la première question. Et ça pose la question de l'organisation de l'école inclusive. Ça fait des années qu'on alerte là-dessus, et Monsieur le Ministre, je suis au regret de dire que ça ne fait toujours pas la maille. On a besoin de votre engagement là-dessus. D'abord sur l'organisation. Et il y a une PPL en ce moment qui s'appelle « Renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs » qui est bloquée à l'Assemblée nationale. On a besoin, Monsieur le Ministre, que cette PPL, en priorité, soit affectée pour qu'on puisse déjà régler un certain nombre de problèmes d'organisation. Ensuite, bien sûr, il y a la question du statut et la question des AESH. Mais ça aussi, il y a une question de méthode. Et c'est à vous, je pense, de peut-être travailler avec l'inspection générale, je ne sais pas, vous pouvez peut-être nous dire où ça en est, s'il y a un travail qui est fait d'abord avec l'inspection générale, poser un diagnostic, lancer un travail sérieux de concertation et ensuite qu'on puisse, nous, participer à un travail de fond pour améliorer la situation des AESH. Et il y aura aussi ensuite un besoin de suivi, et ça aussi, c'est le rôle de l'exécutif de le faire. Mon cher collègue. La parole est à Madame la Présidente Robert sur l'article 1er. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne comptais pas intervenir, mais ce que j'entends m'attriste profondément. D'abord parce qu'on a l'impression de découvrir la situation des AESH, alors même que dans cet hémicycle, mes chers collègues, nous en avons déjà débattu. Nous avons déjà débattu de ces réalités, de leur situation, de la fragilité, de la précarité et de ce qu'elles vivent. Et vous l'avez dit, ce sont particulièrement et majoritairement des femmes qui sont dans des situations absolument inacceptables. Et je pense que c'est une affaire de dignité. La deuxième chose, c'est qu'on est d'accord sur le constat, Annick Billon le disait, mais pour vous, ce n'est jamais le moment. Ce n'est jamais le bon moment, ce n'est pas le bon véhicule, mais attendez, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Est-ce que lorsque le ministre nous dit « ça coûte trop cher et c'est inapplicable, ça n'est pas possible », Monsieur le ministre, c'est tout simplement une question de choix politique. Quand on fait des choix politiques, on met les moyens et on fait en sorte
que ça puisse être possible. Et quand on est élu et quand on est un responsable politique, c'est envisageable. Et je pense que le chantier devrait... Vous auriez pu nous dire, oui, j'ai mis ce chantier en mouvement et on va essayer de le faire. Vous ne l'avez pas dit comme ça. Et je voudrais terminer mon propos par vous dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Je lisais un article dans un quotidien pendant les vacances de Noël. Cet article, il était éloquent et il disait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un certain nombre de familles sont en train d'embaucher des accompagnants scolaires privés. Privés. Eh bien ça renforce les inégalités, vous imaginez, mais pire que ça, vous vous rendez compte du système qu'on est en train de construire et de créer? Alors moi, je veux bien que politiquement, ce ne soit jamais le bon moment, mais à un moment quand même, prenons nos responsabilités. En tout cas, ici à gauche, on la prendra. Merci Madame la Présidente. La parole est à Madame Poumirol sur l'article 1er. Merci Monsieur le Président. Je constate qu'on est tous d'accord sur ces bancs pour dire et répéter que le constat, tout le monde le partage, que le rôle des AESH est extrêmement important, que l'école inclusive, 20 ans après la loi de 2005, est en grande difficulté et que tout le monde voudrait aider ces personnels. Et j'ai l'impression d'entendre le même discours, d'ailleurs, que l'on va entendre tout à l'heure sur la deuxième PPL que nous présentons, le groupe socialiste dans cette niche, à propos des travailleurs sociaux. Et pourtant, ça a été rappelé par Colombe Brossel, il y a urgence, et vous nous dites que, en particulier M. Brisson, que ce n'est pas le rôle d'une PPL de porter un sujet aussi important qu'il faudrait un projet de loi. Mais ce projet de loi, nous ne l'avons pas. Et nous ne pouvons pas attendre ad vitam aeternam, car la rentrée prochaine, certainement, sera encore plus difficile que la rentrée 2025. Je rappelle par ailleurs que vous n'avez pas hésité à présenter une PPL sur des problèmes majeurs. Je pense, dernièrement, nous avons voté une PPL sur le narcotrafic. Une PPL qui aurait mérité plutôt d'être un PJL puisqu'elle était transpartisane et qu'on le portait et que ça aurait été bien que ce soit le gouvernement qui porte ce type de projet. Donc je crois que même si cette PPL ne peut répondre à tous les sujets, la création d'un statut pour les AESH dans cet article 1er est un premier pas fondamental et que dans ce sens, il ne faut pas supprimer cet article 1. Merci. La parole est à Monsieur Temal sur l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. D'abord, une remarque à mon collègue Vial et à d'autres. J'ai l'impression que l'esprit marxiste, finalement, domine cette Assemblée, puisque, finalement, tout le monde attend le grand soir. Il faudra attendre le grand soir et on verra à ce moment-là. On ne peut pas attendre. Et d'ailleurs, ou mélanchonistes pour certains, comme dirait ma collègue Colombe Brossel, comme ça je l'ai dénoncé. Tout est fait. Non, plus sérieusement, pour partir de ce qu'évoquait le collègue Brisson, c'est vrai que je rappelle que nos collègues ici de la droite sénatoriale ont décidé de faire une PPL sur l'immigration. Ça n'a pas posé de problème. Donc je ne vois pourquoi, là, il y aurait un problème à faire une PPL. Mais plus sérieusement sur ce qu'évoquait le collègue Vial, on est tous d'accord pour dire que ce qui compte, c'est les enfants. Bon. Et comme on parle de ceux qui vont accompagner les enfants en situation de handicap, comment voulez-vous finalement que ceux qui accompagnent soient en grande précarité et puissent faire parfaitement leur boulot dans des conditions assez dures d'un point de vue financièrement et d'un point de vue organisationnel. Donc on nous dit, certains disent, oui, mais ça ne règle pas tout le statut. Mais enfin, quand vous êtes fonctionnaire ou dans la situation d'aujourd'hui, votre vie change pour finalement avoir une stabilité. Et quand c'est comme le maître, quand il a de la stabilité, il peut aussi apporter une forme de stabilité, d'accompagnement de durée avec l'enfant, avec un vrai projet pour l'enfant. Donc c'est ça dont on dit non, nous ne sommes pas fétichistes, nous pensons à l'enfant. Et donc la proposition, et je veux saluer aussi Marie-Pierre Monnier, c'est ça la démarche de comment on fait en sorte que concrètement, les enfants en situation de handicap soient accompagnés, pas en bricolant, mais sérieusement, d'un point de vue pédagogique, en rassurant l'enfant, en rassurant les enseignants, en rassurant les familles. C'est ça le projet que l'autre. Alors après, c'est vrai que ça coûte de l'argent. On s'excuse. Enfin, comme le disait tout à l'heure Sylvie Robert, c'est un choix politique. Donc finalement, la droite sénatoriale va faire un travail de ça, puisque vous allez supprimer tous ces espoirs qui sont aujourd'hui fondés par ce texte-là. Donc on disait, Monsieur le Ministre, la question vous êtes posée maintenant. Vous avez fait votre intervention tout à l'heure d'annonce. Est-ce que oui ou non, vous allez lancer maintenant un vrai travail de fond pour faire avancer concrètement, avec un calendrier et une méthode, le statut des accompagnants des élèves en situation de handicap? C'est la question qui est posée aujourd'hui au gouvernement. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame de Marco
Sur l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. Mais bien, globalement, bon, je remercie bien sûr Marie-Pierre Monier pour le travail qui a été mené et la concertation et les auditions qu'elle a menées. Mais moi, je suis consternée de voir ce que j'entends, d'entendre ceci, à droite, enfin à droite ou à ma gauche là, de l'hémicycle. Encore une fois, il est urgent de ne rien faire. Donc, statu quo. Moi, j'ai relu les débats de mai 2019, au moment de la loi pour l'école de la confiance. À l'époque, des collègues, Philippe Mounier et Laure Darcos, ici présentes, considéraient que la CDIsation permettait de régler le problème de précarité. Nous y sommes. La loi de 2022 a été adoptée pour généraliser la CDIsation. Le résultat est toujours le même. On l'a répété, en 2025, le salaire moyen d'une AESH reste de 850 €, soit 66% quand même du seuil de pauvreté. Il est désolant qu'en les temps de connaissance que nous avons aujourd'hui, et alors qu'il y a une proposition dans le texte, on se contente seulement d'amendements de suppression plutôt que de formuler donc des solutions alternatives. Donc voilà, c'est désolant et nous soutenons bien sûr le texte qui a été donc présenté et je remercie encore une fois Marie-Pierre de le porter jusqu'au bout. Merci. Je donne la parole à Monsieur Vial pour défendre l'amendement numéro 8 qu'il a déposé. Je vous en prie, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme ça a été dit, c'est un amendement de suppression, mais je vais vous dire quand même pourquoi. Parce qu'on discute d'un texte, j'espère que vous l'avez tous lu attentivement. Hein, ce texte propose donc, comme vous dites, la titularisation, ce n'est pas que ça règle des problèmes, ça en crée un certain nombre quand même. Premièrement, ça veut dire que le recrutement se fera, contrairement à ce qu'il se fait aujourd'hui de manière locale, il se fera par concours, un concours académique. On est bien d'accord, ça veut dire qu'on dit à toutes les AESH aujourd'hui que demain, elles pourront être mobiles à l'échelle de l'académie. On est d'accord, c'est ça que vous dites aux AESH sans qu'on les ait forcément consultés sur ce point. Deuxièmement, on dit que c'est un concours qui se passera après le bac. Donc tous les agents qui n'ont pas le bac, c'est-à-dire plus de 50% aujourd'hui, ne pourront plus demain occuper ce type de poste. On exclut ces professionnels. On n'en a pas discuté avec eux de ce point de vue-là, mais vous assumez cela. Moi, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Troisièmement, on n'a pas parlé des personnels étrangers qui n'auront pas accès, mais qui, eux, auront un sous-statut, un quasi-statut. Il existera, il est créé par cette PPL, ce quasi-statut. Vous créez, dans les écoles privées, un statut aussi nouveau pour ces agents, sans qu'il n'y ait aucune discussion, ni avec les représentants syndicaux de l'enseignement privé, ni avec les dirigeants de l'enseignement privé. Aucune discussion, aucune. Sur le périscolaire, vous créez, le texte dit, pour les temps périscolaires, des AESH sont recrutés par les collectivités territoriales compétentes. Vous créez donc un droit nouveau, une obligation d'accompagnement par des AESH sur le temps périscolaire, pourquoi pas, sans aucune concertation avec les collectivités locales qui devront recruter et qui devront le financer. Et donc, c'est pas dans le temps des AESH que vous créez, dans les fameuses 14 heures en plus du temps scolaire, puisque vous le dites après, ça n'en fait pas partie, c'est des postes supplémentaires. Aucune discussion, ni avec l'AMF, ni avec l'ADF, ni avec l'ARF, avec personne. Combien ça coûte, on ne le sait pas, c'est un droit nouveau. Quel statut pour ces agents, on ne le sait pas. Et le temps périscolaire, il y a le temps méridien dans le temps périscolaire. Et vous dites que c'est la responsabilité des collectivités, c'est donc un retour en arrière aussi pour les collectivités territoriales. Merci, mon cher collègue. Je vais mettre aux voix... Je vais prendre les avis, pardon. L'avis de la rapporteure. Je vous en prie. Alors, je souhaite apporter quelques... La parole est à Madame la rapporteure et à elle seule. Merci. Je souhaite apporter plusieurs précisions. S'agissant d'abord, c'est quelque chose qui avait été soulevé, de l'absence de diplôme du baccalauréat pour certains candidats au métier d'AESH. Je rappelle l'existence de la fonction publique, dans la fonction publique, du troisième concours basé sur l'expérience professionnelle qui n'impose aucun niveau de diplôme. La question du temps périscolaire est donc revenue à plusieurs reprises. Comme je l'ai rappelé en discussion générale, le Code de l'éducation prévoit déjà la possibilité pour les AESH d'intervenir, y compris en dehors du temps scolaire. Oui, il y a aujourd'hui des AESH qui interviennent sur le temps périscolaire à la suite d'une notification de la MDPH. Le rapport de notre collègue Cédric Vial en mai 2023 reconnaissait d'ailleurs l'existence de telles notifications en soulignant les disparités entre MDPH dans l'instruction et les prescriptions.
certaines d'entre elles incluant le périscolaire dans leur périmètre d'intervention. Ils appelaient d'ailleurs à une harmonisation des pratiques. Tout cela ne relève toutefois pas de cette proposition de loi, qui ne modifie pas les compétences respectives entre l'État et les collectivités territoriales et des MDPH. De même, s'agissant du temps méridien, cette proposition de loi maintient le principe voté en 2024 d'une prise en charge financière de l'État et des AESH. Cet amendement supprime l'article 1er de ma proposition de loi. Bien sûr qu'à titre personnel, j'y suis opposée. Et je vous dis que la commission a par contre émis un avis favorable sur cet amendement. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, je vous en prie pour l'avis du gouvernement. Ça ne vous dérange pas si je commence? Merci. Bon, c'est vraiment une ambiance de rentrée scolaire. Bon, hein. La parole est au ministre de l'Éducation nationale. Mais c'est pour ça que je me sens chez moi. Bon, alors, quelques mots à toutes les observations que vous avez bien voulu formuler. D'abord, il y a une conscience partagée, et moi, j'allais dire, je ne me permettrai pas de relativiser la conscience de qui que ce soit sur le sujet au motif que les solutions seraient différentes. S'il y a bien un sujet sur lequel, depuis que je suis ministre, tous les parlementaires que je rencontre sont d'accord, c'est sur le fait que l'école inclusive arrive aujourd'hui un peu aux limites et au bout du système. Et tous les acteurs sont d'accord, je rencontre chaque semaine et tout le monde le dit. La question, c'est de savoir ce qui fait qu'on est un peu au Finistère de ce système. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je me permets d'insister dessus. On a tout fait reposer sur la compensation. Tout et tout. Au point de finir par inverser l'ordre des facteurs et d'aboutir à une forme, pardon de dire comme ça, mais c'est quand même important, d'externalisation interne du handicap dans certains cas. C'est-à-dire qu'on dit, bien, il y a quelqu'un qui est handicapé, bah c'est simple, il y a l'aide humaine qui va permettre de compenser. C'est pas ça, normalement, la logique. Normalement, la logique, c'est on adapte les outils, la pédagogie, l'accessibilité, etc. On crée les conditions. Et si on s'aperçoit que ces conditions ne suffisent pas, alors on a une aide humaine qui accompagne vers l'autonomie. Et pardon, mais il y a une dimension aussi sociologique derrière tout ça. Les disparités territoriales en nombre d'attributions d'AESH, elles sont quand même particulièrement marquées sociologiquement. Elles varient du simple au double selon le territoire. Et donc, au bout d'un moment, il faut qu'on se pose la question collectivement de savoir comment on fait fonctionner le système. Mais le point de départ, c'est quand même celui-là. Alors, effectivement, au milieu de tout ça, il y a une population, je dis, sur qui une grande partie du système repose parce qu'on a collectivement, et ce n'est pas vous, ou moi, ou l'école, machin, parce qu'on a collectivement, d'une certaine manière un peu inconsciemment aussi, amené le système à tout faire reposer sur elle, ce sont les AESH. Bon. Donc, ces AESH, alors je me permets de revenir dessus, mais on ne part pas de rien. Il y a eu effectivement, je rappelle que les AESH, enfin le statut d'AESH au sens contractuel dans la loi, il date de 2014. Il a à peine plus d'une dizaine d'années. Bon. Et par la suite, entre 2019 et 2021, on a acté le fait qu'il y avait une CDIsation au bout de 3 ans. Et pardon d'avoir employé ce terme technique qui a fait sourire certains d'entre vous, c'est effectivement ce qu'on appelle en droit de la fonction publique un quasi-statut, dans le jargon courant de la fonction publique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les contractuels pour lesquels, en dépit du fait qu'ils sont contractuels et que donc normalement ils devraient être payés uniquement sur une base unique, il y a un système de grille et d'avancement. C'est ce qu'on appelle un quasi-statut. C'est-à-dire qu'ils sont contractuels, mais ils ont quand même une grille et un avancement. Parce que précisément, c'est une population qui est à la fois nombreuse et pour laquelle on a essayé de faire ça. Deuxième élément, je me permets de le rappeler parce que tout à l'heure j'ai été un peu vite du fait des contraintes, mais leur temps de travail, enfin leur temps de rémunération, leur temps de travail est calculé sur la base de 41 semaines par an. Tout à l'heure vous disiez, mais à juste titre, il fut une époque où certains avaient 31 heures. Non seulement ils n'étaient pas nombreux, mais c'était 31 heures à la petite semaine pour 36 semaines. Aujourd'hui, quand ils sont payés à hauteur de 24 heures, ils sont payés à hauteur de 24 heures comme s'ils faisaient 24 heures par semaine, 41 semaines et non pas 36. Je le sais d'autant plus que c'est moi qui, à l'époque des GRH, ai porté le truc pour faire en sorte de tenir compte de ce qu'on va considérer être un temps masqué. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Bon, une fois qu'on a dit ça, non mais c'est comme ça qu'on arrive à ce système annuel où on a effectivement, contrairement à ce qu'on avait avant, hein, puisqu'avant il s'était payé uniquement par rapport au temps qui passait, donc maintenant c'est plus le cas, par rapport à ça. Donc, si on dit fonctionnaire, et moi je ne dis pas que par nature il faut totalement exclure une forme de fonctionnalisation à terme d'une partie des AESH. Je ne l'exclus pas du tout intellectuellement, mais je dis juste que si aujourd'hui on fait basculer une population au demeurant non entière, parce qu'il n'y a que ceux qui auront le baccalauréat qui pourront, 50%, dans un système de fonctionnaires, tel que c'est rédigé aujourd'hui, et compte tenu de ce qu'est la loi de 83,
ça revient à dire qu'un AESH, pardon de lire comme ça, demain matin, il est fonctionnaire en ayant un temps de travail de 24 heures par semaine devant élèves, 36 semaines par an. Et si, c'est la conséquence logique, parce qu'il n'existe que de fonctionnaires à temps complet en fonction publique de l'État. Ou alors, ce que je disais tout à l'heure, vous avez deux possibilités pour en sortir, mais c'est pour ça que je dis que ça s'expertise, que ça se travaille dans le cadre de la CNH. Vous avez deux possibilités pour en sortir. C'est soit le fonctionnaire à temps incomplet, mais dans ce cas-là, vous retombez sur une rémunération qui est forcément partielle et donc sur le même problème qu'aujourd'hui, soit sur des missions complémentaires pour arriver à une forme de temps complet, qui n'est pas forcément 39 heures, mais pour arriver à une forme de temps complet. Or, aujourd'hui, il y a une chose que je peux vous promettre, c'est que les AESH n'ont pas envie de faire d'autres missions que celles des AESH. C'est un point dur en termes de discussion sociale. Donc, on est un peu dans la quadrature du cercle. Moi, pour sortir de tout ça, et j'en viens à ça, parce que tout à l'heure je le dis, mais manifestement, j'ai été pris par le temps et j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Il y a un truc qui s'appelle la CNH, la Conférence nationale du handicap. C'est dans ce cadre-là que l'ensemble des questions sont examinées. Il se trouve qu'elle a vocation à travailler au cours des semaines et des mois à venir, puisqu'elle doit faire aboutir ses conclusions au mois de juin, puisque vous savez que tous les 3 ans, on l'a déjà fait en 2023, on l'avait déjà fait en 2020, etc. Tous les 3 ans, il y a une mise à jour complète de la prise en charge du handicap dans notre pays, notamment dans le cadre de l'école inclusive. Dans le cadre de la CNH, il faut qu'on traite tous les sujets. La formation, parce que vous avez raison, je vous rejoins, elle est insuffisante. L'intégration, l'incorporation à l'équipe éducative, vous avez raison aussi. Le fait qu'on puisse être attaché à une communauté éducative qui s'appelle un établissement, etc., oui. Et éventuellement, je dis éventuellement parce que je ne veux pas préempter la conclusion, mais il faut évidemment que dans ce cadre-là, on discute, et par rapport à ce que j'ai dit précédemment, d'un éventuel statut pour une partie des AESH. Mais c'est dans ce cadre-là, parce que tel qu'est le texte aujourd'hui, on est tout simplement, pardon de le dire comme ça, mais je suis incapable, je vous le dis très honnêtement, hein, je suis incapable en tant qu'exécutif de lui donner une suite qui n'aboutirait pas soit au même résultat qu'aujourd'hui, soit un résultat qui serait objectivement intenable par rapport au reste de la fonction publique. Voilà, très clairement. Et je suis donc favorable à l'amendement, pardon, du coup, de suppression. Pour les explications de vote, Madame Poncet-Monge, vous avez demandé la parole ou pas? Ok. Je donne la parole à Monsieur Brisson pour explication de vote. Nous avons mal interprété un de vos gestes, Madame Poncet-Monge. Toutes nos excuses. La parole est à Monsieur Brisson. Merci, Monsieur le Président. Nous avons écouté pendant 1 heure de nombreuses explications sur l'article. Il y a eu parfois quelques remarques sur notre présupposée inhumanité, mais nous nous étions préparés. Franchement, ce système, tel qu'il vient d'être présenté par Monsieur le ministre, nous en sommes tous responsables. La loi date de 2005. Et depuis 2005, nous avons tous été en responsabilité. Et le modèle, les principes sur lesquels le modèle a été construit, l'organisation qui en découle, nous l'avons accepté, nous l'avons mené, nous l'avons conduite. Excusez-moi de vous dire qu'en 2017, le sort des AESH, on ne les appelait pas ainsi, n'était pas meilleur qu'aujourd'hui. Il s'est même amélioré. C'est lors du quinquennat précédent qu'il y a eu de gros moyens qui ont été mis, insuffisants. Nous en convenons. Mais ce que l'on dit depuis le début de nos échanges, c'est qu'au-delà des moyens, au-delà des statuts de ceux qui vont servir à l'école inclusive, c'est le modèle même de l'école inclusive qui doit être retravaillé. Parce que si vous appliquez ce que vous demandez à un système qui ne fonctionne pas, le système continuera de dysfonctionner, parce que c'est l'origine même de ce qui a été demandé à l'école. Il est grand temps quand même qu'on replace l'éducatif au cœur de la réflexion, qu'on replace le rôle de l'éducation nationale, qu'on réfléchisse à une école à qui on donne des injonctions, à qui on demande de suivre et à qui on ne permet pas de jouer le rôle qui est celui des professeurs, de dire quels sont les besoins éducatifs de cet élève. Et est-ce que l'école peut répondre à ces besoins éducatifs ou est-ce qu'elle ne le peut pas? Parce qu'il faudra aussi avoir le courage et la force de dire qu'il y a ce que l'école peut faire, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne peut pas faire et ce qu'elle ne doit pas faire au risque de désorganiser tout le système. C'est donc cela, et Monsieur le Ministre, vous avez lancé une piste de réflexion, oui, je vous exhorte à la mener jusqu'au bout, parce qu'elle est importante, elle ne se résume pas à un statut, sans parler, comme l'a montré Cédric Vial et l'a montré le ministre, des conséquences sur les AESH actuels et des conséquences sur les élèves. Merci. La parole est à Monsieur Vial pour explication de vote. Juste quelques mots pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure et pour être clair. Le texte de loi, ma chère Marie-Pierre,
vous disiez, par exemple, tout à l'heure, que les collectivités pouvaient embaucher, c'est dans la loi, du personnel sur le temps périscolaire. C'est vrai. Mais ce qu'on rajoute là, c'est pour l'accompagnement des élèves sur le temps périscolaire, ça veut dire matin, midi et soir. Hein. Des accompagnants d'élèves en situation de handicap sont recrutés par les collectivités territoriales. On crée une nouvelle obligation. Donc, on dit bien aux collectivités qu'elles devront embaucher du personnel sur les temps périscolaires pour accompagner, non pas pour que les AESH fassent du temps de garderie ou d'animation, mais pour accompagner ces enfants sur le temps périscolaire. Et ça c'est bien quelque chose qui est nouveau dans la loi sans qu'il y ait eu de concertation. Vous rajoutez, les accompagnements d'élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'État sur le temps de pause méridienne. Ça veut dire que c'est les collectivités qui vont recruter, c'est l'État qui va payer, c'est un système nouveau. Et sur le temps du matin et du soir, ça veut dire que ce n'est pas l'État qui paye, donc ça veut dire que c'est les collectivités qui payent dans votre esprit. Voilà ce que inscrit cet article. On va dire à tous les maires que la loi, la proposition que vous faites, c'est que vous allez leur demander de recruter et de financer des AESH sur les temps du midi et du soir. C'est le texte. C'est le texte que vous défendez, ce n'est pas le texte qu'on défend. Et ensuite, effectivement, moi je suis très favorable à ce qu'on change et qu'on revienne sur le statut des AESH. Max Brisson l'a dit, on a mis énormément de moyens ces derniers temps. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne toujours pas. Il y a d'abord une question d'organisation, il y a une question de moyens. Mais on ne peut pas dire aux AESH qu'on va les payer 35 heures alors qu'ils vont travailler 21 heures annualisées. Parce que si on fait ça, non seulement on ne leur rend pas service, on ne leur dit pas la vérité, parce qu'on va créer des frustrations, et en plus de ça, on va faire exploser la fonction publique territoriale, puisque, on va dire quoi aux ATSEM? Qu'elles vont travailler 35 heures pour être payées 35, alors que les AESH et leurs collègues dans les mêmes établissements vont travailler 21 heures et être payés 35? Qui voudra encore travailler dans les services techniques d'une mairie si on fait ça? Et c'est coupable de dire ça, de tenir ce discours aux AESH. Il faut qu'on les accompagne, mais il faut qu'on soit sérieux dans le travail qui a été fait. Et le discours que vous leur tenez aujourd'hui n'est pour moi pas un discours sérieux. Merci mon cher collègue. La parole est à Monsieur Salmon pour explication de vote. Merci Monsieur le Président. Bon, ce débat est fort intéressant. On peut s'attacher à cette PPL, mais on peut également aller un peu plus sur le fond. Effectivement, il y a un vrai souci avec une hausse exponentielle des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage. C'est lié à des meilleurs diagnostics aujourd'hui, puisqu'on arrive à mieux savoir quelles sont les difficultés, mais c'est aussi lié à des vrais problèmes de santé mentale aujourd'hui, qui donnent des notifications MDPH de plus en plus importantes. Quelles sont les causes? Il va falloir s'occuper de ce vrai sujet. Aujourd'hui, dans mon département, il manque 1000 places en établissement spécialisé. Parce qu'on a des enfants, on a mis l'inclusion au centre de la pièce, mais il y a un moment, il y a des enfants qui n'auraient rien à faire dans l'éducation nationale et qui devraient être dans des établissements spécialisés. Mais aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de les accueillir. Donc, eh bien, on reverse ça à l'éducation nationale. Donc là, il y a un vrai sujet. Quelles sont les causes aussi de cette explosion des problématiques de santé mentale? Eh bien, on les connaît en grande partie. Ce sont des pollutions environnementales liées aux écrans, aux perturbateurs endocriniens et à la malbouffe, chose que cumule toute une partie de la population. Donc, si on ne s'attache pas à attaquer ces causes fondamentales, effectivement, on va vers des problèmes en cascade. Donc, il y a ce travail à faire de la prévention et de faire en sorte de limiter ces notifications MDPH dans l'avenir. Mais à l'instant T, il va bien falloir réagir. On a l'éducation nationale qui est en souffrance. On a une maltraitance des enseignants, une maltraitance des élèves, une maltraitance de ces enfants qui devraient être accompagnés et qui ne le sont pas. Donc, cette PPL, elle est intéressante par le fait que, eh bien, on réagit aujourd'hui, ce qui n'empêche pas de se poser les questions demain. Merci, mon cher collègue. Madame la rapporteure, je vous en prie. Si, très brièvement, parce qu'il va nous falloir conclure, parce qu'il y a un autre texte. Le Code de l'éducation prévoit déjà la possibilité pour intervenir sur le temps périscolaire, y compris en dehors du temps scolaire. Pour ce temps hors scolaire, c'est le droit commun qui s'applique, compétence des collectivités territoriales, comme le Conseil d'État l'a rappelé dans sa décision de 2020, ce qui a entraîné ensuite la loi Vial.
Merci. Bien, je vais passer au vote de l'amendement numéro 8. Je rappelle que la commission a rendu un avis favorable, que le gouvernement a rendu un avis favorable à la suppression de cet article. Pour ce vote, j'ai été saisi de 2 demandes de scrutin public. L'un émanant du groupe Les Républicains, l'autre émanant du groupe SER. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 312, pour 189, contre 123. Le Sénat a adopté cet amendement et l'article 1er est supprimé. Dont acte. Dont acte. On va quitter ce soir, dans quelques heures, cet hémicycle et la droite sénatoriale, le gouvernement n'auront pas souhaité que les AESH soient titularisés. Mais demain matin, nous devrons les uns et les autres, dans nos territoires, dans nos permanences, là où nous allons rencontrer les habitants, les élus dans les cérémonies de vœux. Nous devrons évidemment assumer ce vote. Et chacun d'entre nous sait pourquoi il aura voté pour une titularisation des AESH ou contre une titularisation des AESH. Mais surtout, nous devrons, et je le crois, les uns et les autres, assumer ce que nous allons devoir proposer très vite, dès demain matin, pour améliorer, et je le crois, sauver l'école inclusive. Alors vous nous avez beaucoup parlé, un certain nombre de collègues de la majorité sénatoriale, Monsieur le ministre, vous nous avez beaucoup parlé système, et il est vrai que nous vous avons beaucoup parlé de celles et ceux qui font tenir et vivre ce système. Et il faudra bien apporter des réponses concrètes à celles et ceux, je pense aux AESH, qui font tenir l'école inclusive et à qui nous ne pourrons pas dire uniquement on va d'abord travailler sur le système et ensuite se poser la question de votre déprécarisation. Alors vous avez pris, Monsieur le ministre, dans cet hémicycle, un certain nombre d'engagements, je crois vraiment urgents, importants, primordial, que vous les teniez. En tout cas, vous pouvez compter, si vous en doutiez, sur la vigilance et la ténacité des sénateurs et des sénatrices socialistes pour ne rien lâcher sur ce sujet, pour être toujours présents, pour que nous puissions ensemble, je l'espère, sauver l'école inclusive. Merci Madame Brossel. Madame Darcos pour explication de vote. Oui, et surtout pour dire que nous sommes en train de faire une rectification. Comme c'est la première fois qu'il y a eu autant de votes différenciés au sein du groupe, au premier amendement de Monsieur Vial, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai fait le contraire en pensant voter sur l'article. Et donc, je me vois avoir voté pour l'article, l'amendement de Monsieur Vial et symboliquement, je voulais bien évidemment pouvoir voter cet article. Donc, nous sommes en train de faire la correction. Simplement, je trouve en effet triste que, bien évidemment, on reparte sans avoir un seul texte. Je sais qu'il était imparfait, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, que ça coûtait plus de 4 milliards. On l'a redit les uns et les autres. Mais c'est toujours un peu triste après tant de travail. Et je salue mes collègues socialistes, mais on a été beaucoup à participer à des amendements, à recevoir notamment, je pense, à l'association AESH en Lumière, d'en arriver là. Et en effet, il va falloir le justifier. Et j'espère, Monsieur le ministre, que nous serons tous, avec bien évidemment mes collègues de la majorité sénatoriale, dès demain à l'ouvrage pour essayer de trouver une solution, parce que ces personnes sont en effet en grande difficulté et je pense que et les parents et les professeurs et ces AESH ne le comprendront pas. Donc voilà, je suis moi aussi un petit peu triste ce soir. Très bien, Madame Darcos, sur le premier vote, je vais vous demander de faire tout à l'heure une mise au point formelle, si vous le souhaitez, en listant la liste des collègues et en réorientant les votes pour l'analyse du scrutin. Je considère que votre prise de parole n'est pas une mise au point. Non, je sais bien. Et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, évidemment. C'est en train d'être fait de manière officielle et c'est ma collègue qui le fera tout à l'heure. D'ici la fin de la séance ce soir, si ça peut être fait, ça permettra de rectifier les choses en bonne et due forme. La parole est à Monsieur Brisson pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Bon, si on met de côté les quelques accusations d'inhumanité et puis les remarques sur le fait que nous devrions assumer nos votes, oui, on va les assumer.
Moi, je ne suis pas triste ce soir parce qu'on a eu un débat intéressant. J'ai entendu le ministre pour la première fois remettre en cause la manière dont le système a été fondé sur la compensation, sur le fait qu'on ne s'interroge pas sur les besoins éducatifs de l'enfant, sur le fait que l'éducation nationale prend l'injonction de la MDPH, très légitime, fournie par des spécialistes, mais qui n'a pas en résonance la parole de l'éducation nationale pour assurer la réalité de l'accompagnement éducatif. On l'a dit, ça a été exprimé, et donc au-delà de ce qui a pu, des leçons qui ont pu parfois être données, et je vais les oublier. Parce que moi, je trouve au contraire, j'avais promis au rapporteur que nous aurions, en commission ce matin, que nous aurions un débat digne du sujet, digne de l'école inclusive. Et on a posé des choses. On a essayé de parler du système. Oui, on a parlé, bien sûr, des personnes qui servent l'école inclusive. Nous en connaissons. Nous savons combien leur situation est précaire. Ce n'est pas nouveau. Combien leur situation mérite d'être repensée, leur formation, la manière, mais la manière, le rôle qu'ils jouent, et les missions qu'on leur donne. Et aussi, on a oublié, il y a un incompensé dans tout ce qu'on a dit, je voudrais, à la fin de nos débats, le rajouter, il faut aussi penser aux professeurs dans leur classe, qui sont aujourd'hui aussi en souffrance, y compris par les choix qui ont été faits par l'école inclusive. Voilà pourquoi il est nécessaire de remettre tout cela à plat, et les propositions faites par le ministre sont en la matière intéressantes. Merci, Monsieur Brisson. Madame Billon, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Bien entendu, demain, j'assumerai le vote que je vais faire ce soir sur l'amendement, le dernier amendement de notre collègue Cédric Vial. Il n'y a pas d'un côté ceux qui défendent l'inclusive et les autres qui veulent casser l'école inclusive. On est tous d'accord sur les constats et sur la volonté d'avancer sur le sujet. Le groupe Union Centriste va voter cet amendement, et en conscience et en responsabilité aussi. Parce que si la fonctionnalisation des AESH était la baguette magique pour rendre enfin l'école inclusive pour tous les élèves partout dans tous les territoires, ça serait tellement facile, tellement facile. L'école inclusive, elle est nécessaire, mais au-delà du slogan, eh bien, il faut une méthode, il faut des réponses solides, pérennes, avec aussi la connaissance de cette population des AESH. On ne la connaît pas, on a besoin de savoir pour apporter les bonnes réponses. Alors moi, je souhaite vraiment qu'on avance rapidement sur ce sujet, à la fois pour les élèves, et surtout pour les élèves, mais aussi pour les familles qui sont en souffrance, pour les AESH eux-mêmes, puisque malgré les progrès récents, la profession, elle reste extrêmement précaire et essentiellement féminine, mais aussi pour les enseignants aussi, ils sont en souffrance. Donc le débat était important, il a été respectueux. Je souhaite vraiment que le gouvernement prenne toute la mesure de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous n'aurions jamais dû laisser cette population se développer dans de telles conditions. Maintenant, il faut des réponses, elles doivent être urgentes. Et donc, nous voterons évidemment l'amendement de Cédric Vial. Je vous remercie. Voilà pour ce débat au Sénat sur la proposition de loi socialiste qui prévoit l'intégration dans la fonction publique des accompagnants des élèves en situation de handicap. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Public Sénat.